Il faudrait qu'on revienne un peu à l'évolution de la pathologie d'Ellen West. On n'a presque pas parlé de ça jusqu'à présent. Je pense que d'ailleurs on vous a interrompu lorsque vous alliez parler justement de ça. Moi, je voulais... En fait, ce que je me suis dit... Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui nous voit ici et qui n'a pas lu ne sait pas de quoi elle souffre exactement, si ce n'est qu'elle a des problèmes liés à la nourriture, mais on ne voit pas exactement comment ça a évolué, et pourtant il a été très précis dans la première partie. Et à partir de là, on pourra discuter aussi de la direction de la cure. Alors bon, ça c'est, j'ai l'impression, plus votre... J'ai fait un petit résumé. Ouais, alors justement, moi j'ai fait 2 ou 3 choses, mais allez-y. C'est un résumé très simple, elle a commencé par l'anamnèse familiale, avec un signe précoce intéressant du fait qu'elle a refusé le lait à 9 mois, ce qui peut prendre une signification une fois qu'on connaît la suite, n'est-ce pas? Il parle de quelques problèmes de séparation envers la mère, que d'ailleurs aujourd'hui on pourrait parler presque de troubles de l'attachement. À l'époque ça n'existait pas. À 21 ans commencent les premiers signes de mélancolie et d'idéalisation de la mort. À 24 ans et demi, elle commence à prendre des hormones thyroïdiennes. À 28 ans, la chose commence à se corser. Elle commence à prendre des purgatifs, et dans tout ça, déjà avant, à l'âge de 21 ans aussi, ou 22, elle commence à vouloir contrôler la nourriture, et ça va en s'aggravant. Elle contrôle la nourriture, elle va vers une anorexie, elle mange chaque fois moins, jusqu'au moment où elle commence à prendre des hormones thyroïdiennes, puis ensuite des purgatifs, 28 ans. À 30 ans commencent les vomissements liés aux purgatifs. Et je pense qu'aussi, elle commence à avoir des traits boulimiques, chaque fois plus, de voracité. 32 ans et demi, elle commence à avoir un problème de séparation énorme, qu'elle ne peut plus être seule. Soit elle est accompagnée du mari, soit elle est accompagnée de sa nourrice. Sa nourrice reste comme ça toute sa vie avec elle. Et puis, à 33 ans, les choses se dégradent, surtout après une intervention de son deuxième analyste. Le deuxième analyste, il l'interdit pratiquement, il lui dit de se séparer de son mari, contre la volonté d'Ellen West. Là, les choses se dégradent très rapidement, c'était déjà en train de se dégrader, et là, elle va vers une grande anorexie, et puis des tentatives de suicide, après cette ordonnance de l'analyse, parce que ce n'est même pas une suggestion, c'est une ordonnance. Et il commence à avoir aussi une perte de sens, ça veut dire qu'il y a une restriction de la signification de tout, puisqu'elle commence à interpréter tout, chaque stimuli, comme étant une référence à la fin. Ça veut dire que les choses n'ont plus de signification. Pour elle, la seule signification, c'est la fin. Ça veut dire que le seul signifié, c'est la fin. Elle prend tous les signifiants et elle... son univers se restreint complètement. C'est à la fin F-I-L ou F-A-I-L? F-A-I-L, mais les deux. Ils vont chaque fois, ça va jusqu'au moment où elle est hospitalisée. Elle demande au médecin, à Binswanger, pratiquement l'accord pour mourir. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Binswanger fait? Il commence à établir toute une série de signes qui presque justifient la mort comme solution pour elle. Mais il ne fait pas ça comme ça à la légère, il veut établir un diagnostic, et pour lui, le diagnostic qui va donner l'indice d'un mauvais pronostic à son époque, et sa croyance c'était que c'était la schizophrénie, puisque la schizophrénie c'était le signe d'un mauvais pronostic. Je pense qu'ensuite il a pu relativiser ça, parce que vous-même vous avez dit qu'il y a eu d'autres cas de schizophrénie qui ont eu
un meilleur pronostic que celui-là. Celui qui l'a publié, oui. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas la décision seul de la laisser mourir. Il appelle son mari, il appelle Kraepelin, et il appelle un psychiatre indépendant. C'est Kraepelin ou Bleuler? C'est pas Bleuler. Bleuler. C'est Bleuler. Kraepelin, il l'avait vu avant. C'est ça, exactement. Il appelle Bleuler, il appelle son mari, et il appelle un troisième psychiatre qu'on ne sait pas, qui, selon lui, n'est pas de l'orientation Bleuler-Kraepelinienne, qui est une orientation. J'ai lu avec une grande réserve, c'était un auteur italien, que c'était un certain Alfred Hock, qui lui avait déjà travaillé, avait publié des travaux pour défendre l'euthanasie. Si, à vérifier. Hein. C'est qui cet auteur? Il faut que... Mais c'est pour ça que je reviens à la question de la médecine et la mort. C'est un contemporain qui a critiqué le cas. Oui. Pour ça, la question Et à partir du moment de l'euthanasie, où, bien du suicide dans ce assisté. concilium, ils ont des avis relativement différents par rapport au diagnostic, mais tous étaient d'accord que le pronostic était mauvais. Alors là, il la laisse sortir avec l'accord du mari, en sachant qu'il va se suicider. Et le même auteur continuait pour dire que son mari lui a donné le poison. Oui. Ça se confirme. D'où il tire, c'est un article. Donc c'est un suicide assisté. C'est un article avec Oui, intitulé Qui a tué Ellen West. Ah oui, j'ai vu ça. Je peux vous transmettre C'était cet difficile article. le téléchargement malheureusement, mais mais on peut faire, oui, je pourrais. Ouais. Et comment il s'appelle l'auteur? C'est un auteur italien. Italien. Ok. Et c'est Bon, pour ça que avec beaucoup de réserve. voilà, donc c'est suicide assisté. Je me suis posé cette question, comme ça. Comment elle a pu obtenir le poison? Mais à partir de là, on peut parler de la question de la direction de la cure. On doit se demander déjà s'il y a eu une cure. Il y en a eu plusieurs. Non, mais je veux dire de Binswanger. Bon, il y a eu une cure dans le sens où il était hospitalisé et c'était Binswanger son médecin, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une anamnèse, il a poussé l'anamnèse, et puis il a été presque observateur. Parce que Binswanger, dans cet autre livre ici, c'est un livre de Caroline Gross sur Binswanger, elle dit que Binswanger, comme vous avez dit, était très actif. Et ici, il semble peu actif. Binswanger, il faisait pratiquement un traitement, parfois, qu'on pourrait appeler comportemental de nos jours. Ça veut dire, dans les phobies, il expose le patient à la phobie. Dans les contraintes, il fait ce qu'on appelle de contre-contraintes. Il interdit les obsessions. Et dans les hystéries de conversion psychosomatique, il fait des manipulations directes là où la personne a mal. Presque une chiropratie de patients somatiques. À part ça, il faisait l'hypnose. Il n'y croyait pas beaucoup à l'efficacité de l'hypnose, mais il disait que c'était bon pour presque défoulement. Et évidemment, il faisait aussi l'analyse, la psychanalyse. Il utilisait la psychanalyse. Par rapport à la question, je crois, vu le texte, il semble évident qu'il n'y a pas une cure active avec cette femme. Ouais. Notamment, il semble qu'au début du texte, ce ne soit pas lui tout seul qui l'accueille. Il y a d'autres médecins qui sont là. Je n'ai pas regardé dans le détail ça, il y a des noms qui ne sont pas cités, mais on ne voit pas en effet de thérapie mise en place. Il y a une question de temps. Moi, le sentiment que j'ai eu face à ce texte, je me suis demandé pourquoi il l'avait rédigé, quelque chose. C'est qu'au moment où elle arrive, on a l'impression en effet que c'est la fin déjà, c'est ça. Elle est déjà au bout d'un processus. Oui. Elle a perdu l'espoir. C'est clair qu'à ce moment-là, elle avait l'espoir au moment des analyses. Et je pense qu'elle a eu beaucoup d'espoir avec la deuxième analyse. Elle a été déçue.
Elle a vu que elle pouvait comprendre quelque chose, mais que rien ne changeait. Et il y a eu l'hospitalisation, parce qu'il y a eu aussi cet événement important entre le généraliste, le conflit entre le généraliste et le deuxième analyste. Le généraliste, il a hospitalisé dans une autre clinique. Le deuxième analyste a dit qu'elle devait sortir de l'hôpital et se diriger vers la vie. La sortie, ça a continué de se dégrader. Alors il y a eu un moment où le généraliste s'est fâché contre l'analyste, lui a dit d'arrêter l'analyse et l'a demandé d'être hospitalisé chez Binswanger. Ça veut dire qu'il y a eu un processus non seulement de dégradation, de plusieurs tentatives de cure, dont une hospitalisation qui aussi n'avait pas marché. Mais pour revenir à la question thérapeutique, il en parle peu concrètement avec Hélène West, mais dans tout le chapitre où il fait le chapitre psychanalyse, design, analyse, que je trouve assez remarquable, tout ce qu'il dit, enfin, il y a aussi des critiques, je trouve, qui, à l'égard d'une certaine forme de psychanalyse qui reste pour moi assez pertinente. Lorsque notamment, finalement, il critique une sorte d'enfermement interprétatif, des sortes de préjugés, où voilà, comme ça se faisait. Je trouve que c'est difficile de généraliser la psychanalyse parce que c'est tellement vaste, et puis si on s'intéresse à la psychanalyse américaine, c'est encore très différent de ce qui se faisait en Europe à l'époque, donc c'est très compliqué, mais il y a quand même l'idée quand même de s'intéresser au corps, c'est telle zone, donc on sera plutôt dans une problématique orale, puis à un moment donné il dit mais on n'a pas qu'un rapport avec son corps, mais aussi on a un rapport avec l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance, il peut y avoir cette tendance à l'oublier. Il fait aussi une critique quand même assez sèche, mais assez fine, d'un des analystes qui pensait à une névrose obsessionnelle. Pour moi, je tombais un peu des nues d'entendre ça. Et puis il dit, mais finalement, cette patiente, il n'y a aucun refoulement. Et effectivement, il n'y a aucun refoulement. Non, elle boulotte, elle est angoissée, comment on peut parler de névrose? C'est extrêmement pertinent. C'est absurde le diagnostic de névrose. Mais ce qu'il dit... Du deuxième analyste, c'est le deuxième que d'ailleurs, de nouveau, il ridiculise un peu lorsqu'avec son diagnostic. Mais en lisant le cas, on voit les symptômes obsessionnels et surtout compulsifs extrêmement importants chez elle. Évidemment, ce n'est pas une névrose obsessionnelle, ce n'est pas une névrose. Mais qu'est-ce que vous c'est pas une névrose obsessionnelle. L'idée fixe. L'idée fixe. Mais on voit ça chez toutes les anorexies. Ils sont contraintes de penser. C'est un symptôme obsessionnel, compulsif et obsessionnel. Ça ne veut pas dire que c'est un trouble obsessionnel. On pourrait dire que c'est un symptôme anorexique. Parce que toutes les anorexiques, elles pensent qu'à bouffer, puis elles déplacent ça en lisant beaucoup de bouquins. Enfin, je veux dire, pourquoi dire obsessionnel? Là, on peut entrer dans un autre débat. Dans quelle mesure l'anorexie, ça c'est aussi une question pour toi, dans quelle mesure l'anorexie serait une structure en soi? Ou est-ce que c'est simplement un symptôme? Juste par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai l'impression qu'il y a une partie qui est intéressante, qui est un peu compliquée dans sa lecture par rapport à ce que tu viens de décrire, c'est celle de la comparaison avec les patients de Janet. Il essaie de faire une comparaison tout à l'heure. Ah oui, le cas. Voilà. Comment elle s'appelle? Alors, c'est le cas, elle s'appelle. Nadia, voilà. Alors, il fait une distinction, parce qu'en plus, on a devant des problèmes de traduction. Parce que la traduction ici par obsession, c'est Zwang. Et en fait, Zwang, c'est pas l'obsession, c'est la contrainte. Alors, on ne sait jamais comment traduire. Névrose obsessionnelle, névrose de contrainte, etc. Mais Zwang, c'est la contrainte. Zwingen, c'est vraiment le fait. La névrose de contrainte. Névrose de contrainte. Alors, lui, il fait tout un travail en disant, par exemple, en comparant Hélène West et puis le cas de Janet, donc le cas de Janet, il ne l'a pas connu, c'est lié à la littérature, il dit, je trouve que c'est très intéressant, je pense justement à l'imaginaire chez Lacan. Oui. Mais il dit, Nadia, c'est une contrainte de question. Elle avait les gens qui comment je suis. Est-ce que je suis comme... Donc là, c'est l'imaginaire, c'est-à-dire qu'elle se voit à travers le regard qu'on va porter. Il fait la distinction entre les deux contraintes. Et lui dit, chez Hélène West, il n'y a aucune espèce de comparaison avec ça. C'est une contrainte de pensée. C'est-à-dire que les autres s'y intéressent, à part les amis éthérés. Les amis éthérés, c'est déjà un idéal. C'est déjà un idéal.
il dit, au fond, c'est une contrainte de pensée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas interroger les gens en demandant comment vous me trouvez, est-ce que je suis assis, ceci, ce que. Elle s'en moque, c'est pas son problème. Il dit c'est une contrainte de pensée, c'est quelque chose qui se passe au niveau de sa pensée, pas de son imaginaire. Hein. Au niveau de sa pensée, elle ne pense qu'à ça. Mais que les autres le remarquent ou le remarquent pas. Et puis là, en fait, il explique très bien au début de cette dernière partie que ce qu'il essaye de faire, pour sa part, c'est ce qu'il dit un diagnostic différentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a d'être spécifique dans cette forme de contrainte qui était celle d'Hélène West, qui n'est pas celle de la névrose obsessionnelle, qui n'est pas celle de Nadia. Et ça, c'est typique de sa démarche, j'ai l'impression, d'écrire jusqu'à arriver à saisir le phénomène, la description pour arriver à ce phénomène avant de rabattre sur disant c'est un symptôme de ceci, de cela qui va vite nous conduire à une dilution à la nuit. Enfin, c'est comme ça que je sens il ça. Interprète peu. Il interprète. Exactement. C'est un peu ça la critique qu'il fait dans la pratique, on le voit aussi quand il critique voilà, les a priori dans la psychanalyse, ou il critique Freud par rapport au naturalisme. Je trouve qu'il y a cet aspect-là qui en disait beaucoup sur sa pratique, enfin qui en dit un bout sur sa pratique, et puis toute la question éthique, on passe la note, la page 164, il pose un problème éthique par rapport à cette question de cette patiente, on ne peut rien faire, la question de la liberté du patient, la liberté et la responsabilité de soi. Enfin, moi j'ai trouvé remarquable cette position éthique, j'ai trouvé formidable. Ça contraste justement avec une position de maîtrise légaliste, d'être le bon docteur à tout prix.